Togo Info, le Togo à votre portée. Des studios de la plus belle des radios, nous vous souhaitons une très belle entame de journée. Soyez les bienvenus mesdames et messieurs dans le débat de Nana FM en ce matin du mercredi 6 novembre 2019. La liste de candidatures déclarées à la présidentielle de 2020 s'allonge. Soter Arcaïus Dovi, président de la coalition Les Rassembleurs, vient de rejoindre Djiritama, Obinton, Gamessou Podar, Christian Spika, Jean-Pierre Fabre, Agbeo Mekojo, Afro Colorzo et Innocent Kagbara. Alors, l'interrogation qui est la nôtre ce matin est la suivante. Avec la diversité de candidatures qui s'offrent aux Togolais, sur quelle base choisir en 2020? Et pour en parler, avec moi dans ce studio, Soter Arcaïus Dovi, président de la coalition Les Rassembleurs, vous vous présentez comme le futur président du Togo. Bonjour monsieur Dovi. Bonjour monsieur, bonjour à tous les auditeurs et merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Ce débat se fera justement avec vos auditeurs qui pouvaient réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Stan Teko à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. Avec la diversité de candidatures qui s'offrent aux Togolais, sur quelle base choisir en 2020? C'est le thème du jour. Mais avant d'y aller, de vous découvrir et votre coalition davantage, Soter Arcaïus Dovi, l'Assemblée nationale a adopté hier le projet de loi qui autorise désormais les Togolais de la diaspora à participer aux élections. Pour vous qui avez longtemps vécu à l'extérieur du Togo, comment appréciez-vous cette nouvelle? Ce que je voulais dire tout de suite par rapport à cette loi ou à ce vote qui vient d'être fait, c'est la question suivante. Quand on fait une loi, c'est pour tout le monde ou c'est pour une partie ou une frange de la population? J'ai l'impression qu'à chaque fois, on fait des choses pour satisfaire juste un clan et en laissant le reste sur le bord de la route. Dans quelle mesure ici il est dit que tout citoyen qui a une carte consulaire depuis 6 mois au moins peut participer aux élections? Pourquoi toujours faut-il avoir une conditionnalité pour faire les choses? Pourquoi avoir 6 mois de résidence dans un pays avant de voter? Du moment où on est Togolais et qu'on a en possession de soi une carte d'identité qui identifie clairement qu'on est Togolais, encore faut-il avoir un délai, une durée de résidence avant de voter. Donc pour vous, cette loi est exclusive? Totalement caduque. C'est une loi caduque. On a réclamé pendant longtemps, je fais partie de ceux qui ont réclamé le vote de la diaspora en organisant les choses dans les consulats, dans les ambassades. Aujourd'hui, d'ailleurs, à la lueur où vont les choses, où on précipite les choses, on n'est pas certain que les ambassades aient le temps nécessaire, ou les consulats. D'ailleurs, dans certaines grandes villes, je suis de la diaspora, j'ai vécu plus de 30 ans en France. Dans certaines villes de la France, il n'y a pas de consulat. Il faut se déplacer loin. Moi, j'habite à Bordeaux. Pour aller faire mon passeport, il faut que j'aille à Paris, parce qu'il n'y a pas de consulat. Comment l'État compte organiser les choses avant de voter une loi? Parce qu'il faut quand même prendre le temps. On est pressé. On veut faire les choses dans la précipitation. Pour satisfaire qui? Quoi? Pourquoi? Je me pose des questions. Moi, Ici, on vous dira les Togolais de l'étranger. Est-ce que c'est quand même une avancée ou pas? Mais d'abord, il ne fallait pas que ça soit enlevé dans la Constitution de 92 d'abord. Aujourd'hui, on revient. Si on revient, le bon sens en action vaudrait qu'on facilite les choses à tous les Togolais. Les Togolais sont prêts. L'élection présidentielle est particulière. Et donc, il faut quand même, un temps soit peu, faire les choses pour le peuple togolais. Ceux qui sont étrangers contribuent énormément et financièrement. Donc, cela vaut la peine quand même qu'on organise les choses d'une manière simple et consensuelle. Alors, l'un de vos rivaux, Djiritama, également député à l'Assemblée nationale, a déploré le fait qu'il n'y ait pas de chiffres disponibles en ce qui concerne le nombre de Togolais disposant de la carte consulaire. Est-ce que cela vous étonne? Il a totalement raison, c'est ce que je disais. Le travail en amont n'a pas été fait. On ne fait pas un travail en amont, on se précipite, on se jette pour faire les choses. Mais c'est un État, le Togo c'est un pays, c'est une nation. Prenons le temps de faire les choses. Djiritama a totalement raison sur ce plan. On n'a pas de chiffres réels. C'est ce que je disais. Il n'y a pas de consulat à Bordeaux. Il n'y a pas. À Toulouse, il n'y en a pas. J'ai fait plus de 25 ans à Toulouse avant de venir à Bordeaux. Et je suis en train de faire plus de 12 ans à Bordeaux. Donc, je veux dire,
Il n'y a rien de tout cela. J'ai même voulu être moi-même consul honoraire. J'ai tout fait. Mais bon, bref, parce que j'avais ce sentiment-là qu'il y a ce besoin d'organiser l'État togolais à l'extérieur. Les choses ne sont pas faites. Donc aujourd'hui, on fait un vote à 2 mois de l'élection. Mais déjà, au sein du pays, on en parlera tout à l'heure, les choses ne sont pas organisées. Alors, aujourd'hui, je vous ai présenté comme président de la coalition Les Rassembleurs. La dernière fois que nous nous étions vus, vous étiez le président du mouvement Ensemble le Togo. Que s'est-il passé depuis là? Merci, une très bonne question. Que s'est-il passé? Comme on est acteur citoyen et qu'on passe à la vie politique, quand vous êtes sur le terrain, et quand vous rencontrez les Togolaises et les Togolais, et quand vous vous rendez compte de la misère, de la pauvreté, de ce qui se passe sur le terrain, vous ne pouvez pas rester insensible. Les actions que j'ai menées depuis 3 ans sur le terrain m'ont amené aujourd'hui à me dire, je ne peux plus rester un simple acteur citoyen. Il faut que j'agisse autrement. Il faut que je mouille les maillots. Et c'est en voulant mouiller les maillots qu'aujourd'hui, je décide de vraiment aller plus loin que ce que je faisais en tant qu'acteur citoyen dans le mouvement Ensemble le Togo. Ensemble le Togo portait un projet. Et ce projet-là, je pensais que cela serait plus facile que ça. Et je me rends compte que, comme on dit en togolais, et Dora dit, les obstacles sont nombreux. Ils existent. Ils sont énormes. La muraille à franchir est énorme. Il faut plusieurs échelles. Aujourd'hui, quand vous imaginez que nous avons mis en place, au sein de l'Ensemble Togo, un fonds de solidarité ensemble. Ce fonds permettrait à chaque Togolais, c'est un financement participatif et interne à nous. Il y a des gens au nord qui ne sont pas capables de cotiser 100 francs par mois, mes frères. 100 francs par mois, impossible. Vous imaginez ce qui se passe dans le pays? Il faut aller sur le terrain. J'ai la chance, parmi beaucoup de candidats déclarés, je suis celui qui était sur le terrain, est sur le terrain, au cœur de la ruralité. Je vais boucler même une tournée avant d'annoncer votre candidature. Tout à fait. J'ai fait une tournée dans les 5 régions de la savane, au fin fond de la savane, jusqu'au sud, parce que je m'étais dit, c'est vrai, étant président de l'Ensemble de Togo, nous avons des sous-comités partout, nous avons 5 comités dans les 5 régions qui géraient les sous-comités, et j'ai fait, avant de faire cette tournée, quelques présences sur le terrain, mais je m'étais dit que ce n'était pas suffisant. Il fallait que j'aille moi-même, que je descende sur le terrain pour voir ce qui se passe. Et ce que j'ai vu au cours de ces 2 semaines de tournée, mon frère, c'est alarmant. Alors, aujourd'hui, on parle de coalition, les rassembleurs. La C14, les gens connaissent. Avant cela, il y a eu plusieurs autres coalitions, mais qui constituent les rassembleurs? Est-ce un mouvement de partis politiques, d'organisation de la société civile ou quoi concrètement? On ne forme pas une coalition juste pour le plaisir. C'est après moult réflexions. J'étais parti pour être candidat indépendant. Mais après le terrain que j'ai fait un travail énorme sur le terrain. Je brillais par mon silence. Et c'est ma nature. Hein, j'aimerais rester discret. Mais aujourd'hui, je ne peux plus être discret. Il faut que je sois devant les feux médiatiques. Les rassembleurs est une fédération des partis politiques, des hommes et des femmes, de la diaspora et des organisations de la société civile. Un regroupement hétéroclite, alors il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Alors les partis politiques, les auditeurs aimeraient en avoir une idée, les organisations de la société civile, ou vous préférez aujourd'hui continuer dans la discrétion comme vous l'avez adopté? Hier, ceux qui étaient présents à cette annonce que j'ai faite ont vu quand même quelques partis qui étaient présents. Donc déjà, on n'est pas forcément dans la discrétion. Si nous ne donnons pas tout de suite la liste, c'est pour des raisons de stratégie. Hein. Nous sommes portés, de toute manière, dans la Constitution, il faut 3 manières pour se présenter à une élection présidentielle. Soit porté par une coalition de partis politiques, soit être indépendant, soit être président d'un parti politique. Donc, je suis dans l'un de ces 3 cas, et donc, forcément, je ne suis porté par une coalition qui est composée
comme vous venez de le dire, d'une manière hétéroclite, de plusieurs hommes de la société civile, des partis politiques, de la diaspora. Je suis de la diaspora. Alors, est-ce que cela veut dire que vous travaillerez un peu avec tout le monde, comme le nom de votre coalition le dit, nous avons appris, vous avez été dans votre discrétion, dans les entourages de l'archevêque Philippe Fanouko-Podjo qui mène un certain nombre de discussions dans la perspective de la présidentielle. Quelle est votre approche? Est-ce que vous êtes dans une logique de rassembleur, comme le dit le nom de votre coalition, ou vous y allez avec l'objectif d'y aller en tant que rassembleur et point final? Vous êtes informé. Je suis journaliste. C'est vrai que nous avions fait un travail avec Monseigneur Fanouko-Podjo, à qui j'adresse un vibrant hommage parce qu'il fait un travail, son souhait, et c'est de faire en sorte que les choses se passent bientôt, que les élections soient transparentes, et que une fois au Togo, de plus au Togo, on n'ait pas de mort ou bien de problème quand il s'agit d'une élection. Donc, au sein, avec Monseigneur Podjo, nous avons fait un travail énorme. J'étais prêt dans l'idée d'une candidature unique à affronter soit une primaire, qu'elle soit sous sein privé ou de manière générale. J'étais prêt. J'ai rencontré beaucoup d'acteurs politiques, nos aînés, je les ai rencontrés, et avec Monseigneur Podjo, dans le but de choisir un candidat. Si c'est moi qui se choisit, ce sera un plaisir. Si c'est un autre, je m'alignerai. Mais il s'avère que malgré tout ce travail, le choix est difficile. Difficile. Et c'est normal. Chacun a ses ambitions, il faut respecter. Et chacun pense qu'il est doté de ce pouvoir divin qui lui permet de briguer la magistrature suprême. Et donc, il faut leur accorder ça. Donc, ça n'a pas été possible. Mais malgré cela, Monseigneur Podjo a continué le travail. Il a voulu quand même. S'il n'a pas réussi à avoir une candidature unique... Aujourd'hui, il parle de conditions de transparence du scrutin. Et je fais partie des acteurs qui travaillent sur le terrain pour qu'on ait justement ces conditions de transparence. On en reparle. Absolument. Alors, aujourd'hui, pour quelles raisons les Togolais doivent prendre votre candidature au sérieux? Pourquoi est-ce qu'ils doivent s'intéresser à ce que vous leur proposez? Et que leur proposez-vous concrètement? Vous savez qu'en Afrique, et plus précisément au Togo, le choix d'un candidat n'est pas porté forcément sur son projet. C'est sur la personne. Dans les pays développés. C'est d'ailleurs le sujet du débat. Sur quelle base est-ce qu'il faudra choisir en 2020? J'en viens. Je suis en train d'y venir. Et c'est sur la personne. Dans les pays développés, c'est sur le programme. Parce qu'ils sont bien organisés et qu'il est difficile de voler. Même si le bourrage d'urne vient d'eux, ce sont eux qui nous ont appris les mauvaises manières. Bref. Donc aujourd'hui, pourquoi on choisirait un candidat comme moi? Parce que je porte un projet qui relève du bon sens. Un projet qui permettra à chaque Togolais d'avoir ce qui manque aujourd'hui. Ce qui manque aujourd'hui, c'est que le Togolais n'arrive pas à avoir substantiellement la chose la plus indispensable, la plus facile, c'est-à-dire 3 repas par jour. Ce n'est pas possible aujourd'hui dans notre pays. C'est rien que pour ça, ce projet, c'est un gros chantier. Pour que les Togolais aient à manger à leur faim. Pour que les Togolais aient à manger à leur faim. Et pour que on ne soit pas... Vous savez, il y a une image que j'adore. Je ne fais pas son apologie. C'est Hitler, Adolf, qui a fait une expérience devant ses généraux. Il a pris une poule, il a plumé, il a étranglé. Il est vraiment étranglé. Il la pose par terre. Il demande à ses généraux de regarder. Il balance par terre quelques grains de maïs. La poule plumée, étranglée, dessus. Et il dit à ses généraux, vous regardez, vous voyez, pour diriger un peuple, il faut l'affamer, il faut le plumer. Mais quand vous le plumez, même s'il n'a rien, il continue à vous suivre. Et c'est ce qui se passe dans ce pays. Ce qui fait que les gens ont tellement faim qu'ils ne savent plus à quel sein se vouer. Et c'est le problème. Et rien que pour ça, je ne peux pas rester inactif. Je ne peux pas rester silencieux. Et c'est pour ça que je lance cet appel solennel à toutes les Togolaises, à tous les Togolais aujourd'hui de venir pour que nous bâtissions une nation autour de ces valeurs simples. 3 repas par jour. C'est 3 repas par jour, une école dans n'importe quelle commune et un centre de santé moderne. C'est le minimum. C'est le minimum qu'on puisse avoir dans notre pays. Parce que
Si on ne fait pas ça, j'ai peur. Quand je vois l'état du pays, j'ai une peur énorme. Et je n'aimerais pas que cela arrive. Sur quelle stratégie comptez-vous pour offrir ces 3 repas? Est-ce que vous comptez sur le PND ou... Le PND est né mort. Hein, c'est bon, on enterre. Je ne ferai pas ici le publicité de PND. Parce que les sommes qui sont demandées d'ailleurs pour financer le PND, même le Togo ne l'a pas. Et le tiers que le gouvernement, dont le gouvernement a besoin pour financer, c'est-à-dire les 1600 milliards, sont déjà supérieurs au budget du Togo, déjà. Donc, le PND est né mort. Sur quoi se baser pour arriver aux 3 repas par jour? C'est un concept global. Ce n'est pas de donner à manger. Ce n'est pas de donner de l'argent. Mais nous allons financer des projets ambitieux. Je vous annonce ici, si vous voulez, je rentre dans mes annonces, dans l'une de mes annonces phares. Pour financer des projets, il ne faut pas tout le temps courir auprès des banques étrangères. Il faut que nous ayons un instrument qui nous permette de financer le crédit productif. Et cela passe par la création, je le dis. Nous n'avons pas de banque nationale. Pour financer les projets et relancer la manufacture, il faut qu'on ait un instrument qui nous permet d'avoir la création monétaire. Vous parlez d'une monnaie nationale? Je parle d'une monnaie nationale. Il faut qu'on ait une banque nationale capable d'éditer la monnaie pour financer des projets et non pas pour financer les dépenses de l'État. Soyons bien clairs, c'est deux choses totalement différentes. Il faut financer des grands projets. Et ce sont ces projets qui permettront aux Togolais d'avoir le pouvoir d'achat. Parce que pour manger, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'on parle terre à terre à tous les Togolais. Pour manger, qu'est-ce qu'il faut? Aujourd'hui, monsieur Afanou, pour manger, vous avez besoin de l'argent. L'argent, si vous ne l'avez pas, les 3 repas, vous ne l'aurez pas. Et pour avoir cette somme, il faut avoir un travail. Et le travail, pour l'avoir, il faut le créer. Et pour le créer, encore faut-il avoir les moyens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je propose que nous changeons totalement de paradigme, de façon de faire. On a une dette qui dépasse l'entendement humain. Et on finance cette dette encore par des dettes. Il faut aller vers les choses plus justes. Ce projet de crédit productif ne tombe pas comme un cheveu sur la soupe. C'est ce qui se fait ailleurs. C'est ce qui s'est toujours fait. Avant que les Occidentaux ne deviennent des États vraiment libéraux, purement libéraux, aux États-Unis, un monsieur qui s'appelle Alexander Hamilton, sous George Washington, qui a fait des propositions au Congrès américain. N'oubliez pas qu'à l'époque, les États-Unis étaient sous colonie britannique. Ils ont fait la guerre d'indépendance. Et il a proposé ce projet pour qu'on renationalise les banques et afin que la Banque nationale puisse financer les projets manufacturiers. C'est grâce à ça que Roosevelt, en 1936, quand il a pris le pouvoir, il a lancé son New Deal basé sur le principe de crédit productif. C'est ça qui a permis aux États-Unis d'être là où ils sont aujourd'hui. Et la France a pris le chemin dans les années 30 glorieuses pour financer ces projets et là où ils sont aujourd'hui. Aujourd'hui, d'autres pays sur la scène internationale utilisent ce même crédit productif, c'est la Chine. Donc c'est le modèle que vous voulez reproduire. C'est ce modèle-là qui est essentiel pour pouvoir permettre aux Togolais d'avoir 3 repas par jour, c'est-à-dire en finançant les projets et en permettant au peuple togolais d'avoir ce que j'appelle, c'est ma philosophie politique, le bonheur national brut. Et ce bonheur national brut, vous savez à quoi il est associé? À 3 choses. Une qualité de vie professionnelle, c'est ça qui nous permettra d'avoir les 3 repas par jour. Une qualité de vie familiale et la santé. Maintenant, avant de donner la parole aux auditeurs, est-ce que vous y croyez véritablement? Parce que pour beaucoup, 2020, c'est déjà mort pour l'opposition, parce que les conditions d'organisation, l'opposition même le reconnaît, ne sont pas les meilleures. On parle du vote de la diaspora, le nombre de citoyens détenteurs de la carte consulaire est méconnu. Est-ce que pour vous, c'est encore jouable? Tout est possible. Tout est possible. C'est vrai que le gouvernement se comporte d'une manière
moi, je n'arrive pas à comprendre de cette précipitation dont ils font preuve. Non, aujourd'hui, la loi sur la décentralisation est en route. Ça, c'est une bonne chose. Les élections municipales ont été faites. Les maires sont élus. En principe, on doit absolument organiser les choses sur le plan communal. Les votes se font dans les municipalités. C'est chaque commune, chaque maire qui doit organiser les bureaux de vote. Donc, cela passe par un nouveau recensement. Il faut qu'on arrête tout de suite ce processus et qu'on repasse à la case recensement afin que les votes, les élections soient transparentes. La CENI a déjà annoncé les dates de la révision. C'est le travail que nous faisons avec Monseigneur Kolo et toute la presse politique, parce qu'ils sont tous présents à cette coalition, à ce travail que nous faisons. Vous pensez que vous y arriverez? Parce que c'est l'enjeu. Plusieurs citoyens pensent que ce n'est pas crédible et que le parti au pouvoir, parce qu'il est déterminé, il veut gagner aussi, il ne vous donnera pas ce que vous réclamez comme condition. C'est ce qui est malheureux. C'est pour ça qu'au début, je vous disais que est-ce qu'on gouverne les moutons ou un pays? Si on gouverne les moutons, à ce moment-là, on prend un bâton, hein, et puis on les dirige. Mais si c'est un peuple, doit-on pas à un moment donné s'asseoir et se dire, ça suffit. Nous avons été dans le passé, nous avons fait des choses dans le passé qui ne sont pas normales. Aujourd'hui, il faut revenir au bon sens, organiser vraiment la transparence. Vous en appelez à leur bonne foi? J'appelle à leur bonne foi. Et j'appelle même le chef de l'État, je lui dis ceci ce matin, avec tout le respect que j'ai pour lui, de s'asseoir encore une fois de sa vie dans un cabinet de réflexion. C'est un message que je lui adresse, lui seul comprendra. Il a peut-être fait ça une fois, qu'il va faire une seconde fois. Et derrière lui, qu'il place un miroir, devant lui un second miroir. Derrière lui, c'est le peuple. Devant lui, c'est son avenir. Il est encore jeune. Il est encore temps qu'il arrête son idée d'aller à un 4e mandat. Il ne s'est pas encore exprimé. Il ne s'est pas encore exprimé. Tout est fait pour. S'il n'a pas encore fait, c'est une broche. Peut-être qu'il ne le fera pas. Et s'il ne le fait pas, j'applaudirai. Parce qu'au moins une fois, il aura posé un acte vraiment, moi, qui serait salutaire pour lui. Donc malgré le fait que la loi l'y autorise, vous l'appelez à ne pas briguer un 4e mandat? La loi l'y autorise parce que ça aurait été tripatouillé, ça aurait été traficoté. Il n'aurait pas fallu en arriver là. Mais on en est là, je lui demande de ne pas y aller. Parce que, pourquoi à chaque fois, pour une élection, il y a des tensions de foyer? Pourquoi? De foyer de tension, pardon. Pourquoi? Pourquoi à chaque fois, au Togo, quand il y a une élection, le gouvernement ne peut pas faire des choses correctement et qu'il évalue pour une fois leurs forces sur le plan national en disant nous sommes un parti, nous sommes ancrés dans toutes les régions et nous gagnons les élections d'une manière transparente. Pourquoi il ne peut pas le faire? Pourquoi toujours vouloir dribbler et aller vite et faire les choses et en ayant une sourde oreille? Mais on ne gouverne pas pour un clan, on gouverne toute une nation. Moi j'appelle à leur bonne foi et je demande ce matin qu'on arrête ce scrutin qui va être organisé et qu'on passe d'abord à la case recensement. C'est inévitable. Et ça, s'ils ne le font pas, mais je crois que les choses vont... Ce que je demande, c'est que le peuple prenne sa responsabilité. Et nous allons faire, et je dis, il faut qu'on fasse pour une fois une révolution électorale. Cela passe par le fait que le peuple doit savoir ses droits et ses devoirs et qu'il soit responsable une fois. Parce que parce qu'il faut, on a faim, comme le principe que j'ai dit tout à l'heure par rapport à ce qu'il a fait. On a faim. Et qu'on prenne 2000 francs, 5000 francs pour bourrer les unes. Quand vous faites ça, 5 ans après, pendant 5 ans, vous qui avez fait ça, vous êtes encore plus pauvre qu'un rat d'église. Et est-ce qu'on doit continuer comme cela? Ceux qui acceptent ça, mais je ne comprends pas. Donc le peuple aussi doit prendre sa responsabilité. On a l'habitude d'accuser les hommes politiques, mais le peuple aussi est responsable. Tous autant que nous sommes responsables. Il faut que ça cesse aujourd'hui. La parole est maintenant à vos auditeurs, le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, avec la diversité de candidatures qui s'offrent aux Togolais, sur quelle base choisir en 2020? Nous vous rappelons que nous sommes avec Soter Caius Dovi, président de la coalition Les Rassembleurs, candidat déclaré à la présidentielle de 2020. Nous avons un premier auditeur en ligne. Allô? Bonjour. Monsieur Maglo, comment allez-vous? Alors, sur quelle base choisir en 2020? Vous connaissez bien la base sur laquelle
Pour vous, c'est laquelle? Vous savez, en Afrique en général, c'est nos cas. Et d'ailleurs, vous n'aurez pas le fameux slogan, c'est les nôtres, comme d'habitude. Mais le Togo a cette particularité cette année. C'est le nombre de candidats. Et qu'on a entendu certains candidats dire qu'ils savent qu'ils vont perdre. Pourtant, ils vont. Alors honnêtement, avec de telles déclarations, est-ce qu'on peut choisir une base sur laquelle on va porter quelqu'un? Mais oui, puisqu'il va falloir choisir, Monsieur Maglo, est-ce que vous jetterez un coup d'œil au programme, pardon, ou... Personne ne dit quel que soit son programme, il dit qu'il va perdre, que le peuple va gagner. Je ne vois pas. Bon, et puis, notre invité de tout à l'heure disait que vous lui avez posé une question très pertinente d'ailleurs. Vu comment les choses se passent aujourd'hui, est-ce qu'il est persuadé que l'opposition peut gagner, peut avoir la présence? Il a dit que tout est possible? il croit que tout est possible, voilà ce qu'il a dit. Mais on ne va pas une élection comme on joue à la loterie. Il Bien. faut être persuadé. Lorsque je vais vous dire qu'il croit, tout est possible. Même quel que soit son programme, moi je ne vais pas le voter. Bien, merci. Merci, Monsieur Maglo, d'avoir participé au débat. Passez une excellente journée. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, avec la diversité de candidatures qui s'offrent aux Togolais, sur quelle base choisir en 2020? Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM. Auditeur en ligne, allô? Bonjour, vous vous appelez comment? Monsieur Sadio, comment allez-vous? Ça va, Dieu merci. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, en fait, j'aimerais réagir sur plusieurs points. Vous n'avez qu'une minute 30, allez-y très rapidement. Oui, concernant les 3 repas par jour, aujourd'hui on a environ 7 800 habitants. Et si je dois estimer qu'un repas revient à 500 francs par jour pour 365 jours, ça fait au moins 1423 milliards. Donc, si je me base sur le modèle que M. Devi a, c'est-à-dire financer des projets, est-ce qu'il pense pouvoir financer des projets de manière à, comment dit-on, dégager ces 1423 milliards-là et comment? Donc, j'aimerais que ce soit mieux affiner son approche pour comprendre. Et puis, par rapport à ce mécanisme de création monétaire, de création d'une banque centrale, je crois savoir que le Ghana a une banque centrale. Le Maroc en a, en Afrique il y en a. Mais je me donne toujours qu'à la date d'aujourd'hui, il y a toujours des personnes au Ghana qui n'arrivent pas à sortir ces 3 repas-là. Donc j'aimerais qu'il clarifie, qu'il nous explique davantage comment il compte prendre vraiment, parce que moi je suis un peu dans le fond. Bien, et maintenant, sur quelle base est-ce que vous choisirez en 2020? Est-ce que ce sera le programme, la personne, l'ethnie, le clan? Non, moi je choisirais par rapport au programme. Je choisirais celui qui est plus pragmatique, celui qui a une approche économique qui est basée sur le développement social, c'est en cela. Mais je ne choisirais jamais celui qui vient avancer des jeunes salariés du genre réduire l'impôt pour le rabaisser à 10% sans pouvoir nous expliquer comment y arriver, Bien. etc. Maintenant, excusez-moi. Très vite. Concernant la méthode judiciaire, je pense que s'il fait référence à une advertisement dans les références ne dit pas. Moi, j'ai cherché plusieurs fois à trouver l'origine de cette anecdote-là qui n'ont pas fait sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas trouvé? Sur Internet, et il dit d'ailleurs qu'il ne parviendrait à lui demander là où il a tiré cette anecdote-là qui lui fait transporter d'une manière populaire. Bien. Sur référence sur un document. Merci Salah Sadio d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Sur la page Facebook de Nana FM, comme l'envie Lablé écrit que normalement le choix doit se faire sur la base des programmes des candidats. Malheureusement, la majorité des Togolais agit par fanatisme et non par des analyses adéquates. Nous allons prendre encore un auditeur en ligne et laisser réagir Monsieur Dovi. Allô? Bonjour, Monsieur Kokou. Comment allez-vous à Agoué? Allez-y, nous vous écoutons. Je vous expliquerai. Monsieur Dovi.
Monsieur, bonjour. Mhm. Chaque fois que la personne est un programme pour avoir le problème que nous avons aujourd'hui, là, c'est le problème de programme. Il faudrait être choisi, c'est la transparence des élections. Vous dites que le Togolais sait choisir. Il sait choisir sur quelle base? Comment fait-il son choix, le Togolais? Il fait son choix selon le choix que veut. Ça, on ne peut pas insister. Et le Togolais fasse un mauvais choix, quoi que ce soit, c'est le choix de la majorité. Je le dis chaque fois, mais le président ghanéen qui a dit que les institutions de la place soient d'une manière à ce que si c'est un fou que les populations ont choisi, que ces institutions aident le fou là à mener le pays dans le bon sens. Le problème que je voudrais poser une question à notre invité. Est-ce qu'il nous dit que peut-être à pouvoir monter un projet, ils se sont mis ensemble pour que soit dégager un candidat et les choses sont difficiles. Donc, on n'a jamais des critères qu'ils ont mis en place pour choisir le candidat unitaire. Est-ce qu'on peut nous parler des critères qu'ils ont posés et on puisse analyser est-ce que si ces critères sont valables et on peut déduire parmi eux de remplir ces critères, ça ne nous parle pas des critères. Bien. Merci, Monsieur Kokou, d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Alors, Maglo a estimé que les Togolais votaient selon l'ethnie, le clan. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous aviez parlé de la personne. Oui, avant de répondre aux trois personnes, il faut savoir qu'au Togo, on n'a pas un problème électoral. Ce n'est pas un problème d'élection. On a un problème politique. Et pourquoi aller aux élections alors? C'est la question que vous poserez les... Pourquoi aller aux élections? C'est pour ça que nous demandons que nous ne repassions pas la case de recensement, que les choses soient transparentes. C'est ça le travail que nous demandons aujourd'hui. Et pour qu'une élection puisse être gagnée correctement, il faut que les choses soient bien organisées en amont. C'est ce que nous demandons. Nous y allons, mais à condition que le gouvernement entende pour une fois, qu'il fasse preuve de bonne foi pour réorganiser les choses, afin que les choses soient transparentes. C'est ça qui me fera gagner, d'abord. Et pour revenir à la première personne qui disait que j'y crois, mais si je n'y crois pas, je ne viendrai pas. Je lui rappelle juste que j'ai été sur le terrain et que ce que le terrain dit, c'est difficile. Et donc, c'est avec une grande foi. Moi, je suis rentré en politique par vocation. Donc, pour moi, c'est une vocation. Et je reste persuadé qu'en 2020, il y aura des surprises. Je lui demande de prendre le temps. Nous avions sorti un programme hier que nous avons distribué et qu'on laissera la place, même sur nos sites, qu'il est sur nos sites, il peut tirer ce programme. Il prendra le temps de lire. Il verra que c'est un projet pertinent. C'est-à-dire que quand on ne vous connaît pas, que vous arrivez sur la scène médiatique, les gens peuvent être dubitatifs dans un premier temps. Mais avec le temps, je reste persuadé que cette personne sera convaincue et votera pour nous. Parce que le projet que nous portons est un projet de bon sens. Maintenant, par rapport aux 3 repas par jour, M. Sadio a fait les calculs, il dit que ça reviendrait à peu près à 1423 milliards. Est-ce que vous pensez qu'avec les projets à financer, vous parviendrez à ce montant et le Ghana, côté qui a sa banque nationale, n'a pas réussi ce pari? Je vais juste lui rappeler que j'avais dit tout à l'heure que ce n'est pas l'État qui donne l'argent. L'État doit permettre aux gens d'être autonomes, de créer leur propre emploi, de créer de la richesse. La richesse vient de qui? De la population, des entrepreneurs. Et ce sont les entrepreneurs ou la population qui créent la richesse et l'État prend de la valeur ajoutée. Quand vous créez de la richesse, automatiquement, vous avez de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est pour l'État. Et donc, aujourd'hui, les sommes qu'il avance ne sont pas destinées, le budget qu'un État fait n'est pas destiné à être redistribué à la population. En revanche, l'État prend des dispositions sur le plan politique pour inciter les entreprises, pour faire des allègements fiscaux, pour permettre aux chefs d'entreprise de payer moins de charges salariales. Et c'est ça qui va encourager l'embauche de la population. Et c'est en encourageant l'embauche de la population à travers des incitations fiscales qu'on favorise. Parce que si vous payez trop de charges, vous n'allez jamais vouloir embaucher. Vous allez prendre une personne qui va faire le travail de 2 personnes. Or, si l'État
arrive à baisser certaines charges, ça encourage les entrepreneurs et ça encourage aussi la création d'entreprises. Les mécanismes qui permettent de financer notre projet. Je dis tout à l'heure que le crédit productif public n'a pas vocation à financer les dépenses de l'État. Il a vocation à financer les gros projets. C'est un projet, chaque projet crée une monnaie. Si tout de suite nous avons à élaborer un projet d'autoroute, d'infrastructure, de centrale nucléaire, ces projets réalisés créeront de partout des emplois. Et c'est en créant des emplois que les gens ont la possibilité d'avoir les 3 repas par jour. Il faut qu'ils comprennent bien que l'État ne va pas distribuer de l'argent aux gens pour qu'ils aient 3 repas par jour. Alors, Monsieur Kokou... Mais je voulais encore expliquer juste certains mécanismes qu'il a demandé au niveau de la Banque nationale. Allez-y. Rapidement. Il faut savoir que le cœur du crédit productif, c'est l'État central, le Trésor public, c'est-à-dire l'OTR, qui gère la Banque nationale. Mais avec la création d'un Conseil national de crédit, qui passe par le Parlement. C'est-à-dire que l'État propose des projets qui sont votés au Parlement, et c'est le Parlement, avec le Conseil national du crédit, qui valide les projets. Et quand les projets sont validés, ils sont financés par la Banque nationale. La Banque nationale décrète les fonds nécessaires pour le financement des projets de 2 manières. Une première manière, c'est de financer les grands projets sans aller chercher les dettes extérieures, mais avec la Banque nationale. Deuxième point, cette Banque nationale qui est créée fait du réescompte auprès des banques privées pour financer d'autres projets. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez un jeune entrepreneur et que vous avez besoin de financer une machine à hauteur de 50 millions, l'État fait un concours, une caution de 10 à 20% à cette banque privée et ça encourage la banque privée à vous prêter pour financer votre machine pour la productivité. C'est ce que nous proposons. Ce n'est pas un projet fallacieux ou bien un projet farfelu. C'est très concis, très, comment dirais-je, factuel et possible. Alors, par rapport à Hitler et sa poule, il dit qu'il n'a pas trouvé de référence et que c'est une histoire des réseaux sociaux. Qu'on ait une référence précise, qu'on ait la source du document ou pas, c'est un exemple. C'est une allégorie. C'est pour faire réfléchir les gens. Il s'agit de faire réfléchir les gens. Il ne s'agit pas forcément d'aller chercher la source. L'exemple que j'ai pris, c'est juste pour dire qu'aujourd'hui, le peuple est plumé. Et que les gens sont prêts à faire n'importe quoi, à prendre n'importe quoi, pour faire n'importe quoi dans les urnes. On sait dans ce pays que même les soldats, les militaires ont pris sur la tête dans ce pays des urnes pour partir. On sait comment ça se passe dans les urnes. On sait avec quelle violence les choses se passent dans ce pays. C'est un exemple juste pour faire réfléchir les gens. Il ne s'agit pas d'aller chercher les références forcément. Et M. Kokou Dagoué, il s'est intéressé aux critères pour choisir le candidat unique à partir du moment où l'idée est visiblement abandonnée. Je ne sais pas si vous souhaitez vous appesantir là-dessus. Absolument. Voilà. D'abord, avant que les critères soient exprimés, encore faut-il que les candidats acceptent de jouer le jeu. Du moment où il y a la volonté de jouer le jeu, du moment où il n'y a pas cette volonté, il n'y a nul besoin d'afficher les critères. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, Kofi Médecin écrit qu'aujourd'hui, il n'est plus question de voter sur la base d'un programme ou quoi que ce soit. Quel programme le clan sortant n'avait jamais présenté et sur le terrain, on ne voit rien. L'essentiel, c'est de voter le changement. Il faut expérimenter autre chose. Pour une fois au Togo, c'est très important. Vous allez y réagir le temps de prendre le dernier auditeur en ligne. Allô? 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 Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Vous êtes à l'antenne. On vous appelle comment? Allô? Apparemment, on ne s'entend pas. Alors, par rapport à ce que dit Kofi Vincent sur la page Facebook de la radio, est-ce que vous pensez que les Togolais devraient uniquement voter le changement ou s'intéresser quand même un peu au programme? Je pense qu'il y a les deux. Il faut s'intéresser au programme parce que c'est un projet de société et c'est important que les Togolais ne sont pas... les Togolais sont instruits quand même, beaucoup, et il faut qu'ils s'intéressent au projet. Mais essentiellement, je suis d'accord avec ce jeune de Facebook, cette personne, qu'il faut voter l'alternance. Il faut changer. À un moment donné, il faut changer. Aujourd'hui, je pense que le gouvernement a tout fait. Ils sont en panne. C'est un système archaïque. C'est un système qui est totalement dans l'immobilisme et ça ne bouge pas. Ils ont tout fait.
Il faut qu'il y ait un changement une fois pour de bon, afin qu'on voit autre chose. Moi, ce que je dis aujourd'hui, quand je dis tout à l'heure qu'il avait un miroir devant lui, parce qu'il est jeune, je parle à notre président avec tout le respect que j'ai pour lui, de se dire, si je pars, celui qui viendra me remplacer. Je peux être dans l'opposition, comme nous sommes dans l'opposition, travailler mon parti et revenir si jamais ça ne marche pas. On a vu ça dans d'autres pays. Donc aujourd'hui, il est temps qu'il réfléchisse à cela et qu'il organise, avant de partir, qu'il s'assure qu'il y ait toutes les transparences nécessaires pour que nous ayons une élection paisible. Donc c'est ça. C'est pour ça que je suis d'accord avec lui que quel que soit le programme, quelle que soit la personne, mais au Togo, moi je ne parlais pas d'une question de clan, mais c'est une question de personne, d'individu. Alors nous sommes presque à la fin de cette émission et Maudit Kofi sur la page Facebook de la radio écrit la diversité de candidatures est une bonne chose et c'est stratégique. Peut-être que les acteurs qui se présentent en rang dispersé ont un deal entre eux et qu'ils ne dévoilent pas pour le moment. Attendons le deuxième tour en mars prochain pour donner nos appréciations, mais d'ores et déjà, sachons que la majorité des Togolais ne votent pas pour le programme, mais par affinité familiale, régionale, etc. Et puis, M. Baudet, lui, il a un avis contraire. Il dit qu'il choisira un candidat qui le convaincra par son programme de développement et non un opposant qui rêve de devenir président pour être riche. Alors, au regard de tout cela, quel serait votre mot pour clore, M. Dovi? La diversité d'expression peut parfois créer l'unité. C'est vrai qu'il y a plusieurs candidats. Effectivement, vous avez vu dans un pays où, au cours d'une élection, on ne présente qu'un candidat. Donc ça s'est vu dans notre pays dans un passé. Mais aujourd'hui, il faut qu'il y ait une multifoule de candidatures pour donner le choix au peuple, la possibilité au peuple de pouvoir choisir. D'accord? On ne va pas imposer un candidat au peuple. Il faut que le peuple puisse choisir un candidat en fonction de son projet, en fonction de l'individu qui se présente avec sa bonne foi et sa probité. Donc aujourd'hui, ce que je veux dire au peuple togolais, pour que demain les choses changent. Il y a une situation qui m'affecte profondément dans ce pays. Notre projet de 3 repas par jour passe par une seule chose. Et ça, je veux le déclarer aujourd'hui. C'est la santé pour tous. Ce sera le grand appel que je vais lancer aujourd'hui. Il faut être en bonne santé pour manger. Il faut vraiment être en bonne santé. Je veux dire que plus personne dans notre pays, demain, quand nous prenons le pouvoir, ne mourra à l'hôpital parce qu'il n'a pas l'argent pour se faire soigner. Et dès l'arrivée au pouvoir, dès les 100 jours, je vous promets que nous mettrons en place des mécanismes pour que tous les Togolais, toutes les Togolaises aient une carte de santé, un numéro de sécurité sociale et une carte de santé, et que le personnel soignant soit formé. Parce que le personnel soignant aujourd'hui n'est pas bien formé. Ils n'ont pas conscience de l'humanité. On laisse les gens dans le fauteuil en attendant que d'autres meurent afin qu'on les fasse rentrer dans les salles. Ce n'est pas possible. Après 60 ans de pseudo-indépendance, ce n'est plus possible. Donc, mon dernier mot que je lance, c'est la santé pour tous. La santé, s'il n'y a pas la santé, on ne peut rien faire. Merci Soter Caius Dovi. On aura bien entendu le temps de revenir un peu plus dans les détails sur votre programme lors de la campagne électorale et bien avant. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Ce débat ainsi s'achève. Stan Teko était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou et nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Très bonne journée à vous.